Buste de Néfertiti, conservé au Neues Museum de Berlin, réclamé par l'Égypte depuis les années 30, non restitué. Frise du Parthénon, conservé au British Museum, réclamé par la Grèce depuis les années 80, non restitué. Tête maori, origine Nouvelle-Zélande, conservé au Muséum de Rouen, restitué. Fresque de Tétiki, origine Égypte, conservé au musée du Louvre, restitué. Khéops, Képhren, Mykérinos. Les pyramides de Gizeh symbolisent toute la démesure et le génie de la civilisation égyptienne. Édifiées depuis plus de 4500 ans, elles demeurent une énigme pour les archéologues qui n'en ont jamais percé le mystère. Y arriveront-ils un jour? Difficile à dire car l'époque où les missions avaient des facilités pour fouiller le sable est révolue. Pas à cause de la révolution arabe, non, les causes du durcissement lui sont bien antérieures. Voilà longtemps que les équipes étrangères doivent pratiquer le baise-main aux autorités égyptiennes pour obtenir des concessions. Et malheur à quiconque communiquerait une découverte sans avoir l'aval du CSA, le Conseil supérieur des Antiquités. Il se verrait tout bonnement interdit de fouille. En Égypte, le CSA est dirigé par le puissant Zahi Hawass. Et comme souvent au Caire, la vérité est venue du souk. دكتور سيد حواس راجل محترم وشايف شغله وبيجيب الشغل وبيجيب الآثار اللي طلع بره اللي الناس طلعته بره هو بيجيب. مفيش غير قدامنا اي اثار بتطلع يقول لك زي حواس. الراجل اول حاجه محافظ على الاثار ده بلدنا. يعني هو احنا عايزين اكتر من كده نحافظ على اثارنا؟ مش عايزين اكتر من كده ويرجع لنا الاثار اللي بتروح بره. يعرف يحافظ على الاثار والفراعنه وكده ويحافظ على كده وبتاع وكده. هو اللي حافظ على اثار مصر وهو اللي هيرجع اثار مصر. بس كفايه كده. C'est au siège du Conseil supérieur des Antiquités que nous a donné rendez-vous Zahi Hawass, l'homme qui règne sans partage sur les antiquités égyptiennes. Celui qui administre 4 millénaires et qui dirige 30 000 employés. Monsieur le ministre Zahi Hawass nous reçoit dans son bureau. Quand j'ai commencé à faire revenir les vestiges égyptiens, j'ai réalisé le rêve de ma vie. Lorsque j'étais jeune archéologue, j'ai été témoin d'une scène. Un jour, alors que j'étais inspecteur sur le plateau de Gizeh, j'ai constaté que des voleurs avaient fracassé une sculpture et volé 1 millier de pièces. J'en ai pleuré. Pourquoi avait-il fait cela? À partir de ce moment-là, je me suis promis qu'un jour je deviendrais le chef des antiquités. Et la première mesure que je prendrais serait d'ouvrir un département des pièces volées. Actuellement, ce département scrute chaque matin Internet pour voir ce qui est exposé dans le monde et ce qui a été volé.
Deuxièmement, nous poursuivons les voleurs d'antiquités. Et troisièmement, nous sommes sévères. Si quelqu'un a volé des pièces, il ne peut plus travailler sur le sol égyptien. Si une institution refuse de nous rendre des objets, nous coupons toute relation avec elle. Et je peux vous dire que cela nous rend heureux. Pas seulement moi, mais tous les Égyptiens. Quand ils me voient revenir des États-Unis avec un sarcophage ou une statue qui avait quitté l'Égypte depuis des années, eh bien, les Égyptiens sont fiers. Ils ont une fierté. C'est la fameuse campagne d'Égypte de Bonaparte qui inspira la passion de l'Occident pour l'Égypte. Les premiers égyptologues furent donc français. Depuis lors, le musée n'a cessé de rassembler quelques 120 000 pièces, dont 3 850 retrouvées dans la seule tombe de Toutankhamon. Nous retrouvons Zahi Hawass dans l'une des pièces principales des réserves du musée du Caire, la salle des restaurations. C'est ici qu'arrivent en provenance du monde entier des objets issus du pillage et de la contrebande. Depuis 2002, nous avons rapatrié plus de 5000 pièces du monde entier. Des États-Unis, d'Australie, du Japon, de partout. Aujourd'hui, nous demandons le retour du buste de Nefertiti, qui est en Allemagne, car nous avons maintenant des preuves que le buste a quitté illégalement l'Égypte. Dans le même temps, il y a d'autres pièces qui ont quitté l'Égypte de manière légale, mais qui sont uniques, comme la pierre de Rosette ou le zodiaque de Dendera. Leur patrie doit être l'Égypte, pas l'Allemagne, pas la France, pas l'Amérique, ni l'Italie. En matière de demande de restitution d'œuvres d'art, il existe différents registres. Il y a d'abord les pièces revendiquées ayant quitté le pays source depuis longtemps et faisant légalement partie du patrimoine du nouveau propriétaire. Exemple, la pierre de Rosette réclamée par l'Égypte aux Anglais depuis 2009. Ce fragment de stèle portant 3 versions d'un même texte a permis à Champollion le déchiffrement des hiéroglyphes. La pierre de Rosette, découverte en Égypte par les soldats de Napoléon, devenue possession des Anglais en 1801, est depuis exposée au British Museum. Autre exemple, le buste de Nefertiti du musée de Berlin, que les Égyptiens voudraient également voir revenir chez eux. Pièce majeure de l'ère pharaonique d'une beauté sublime, cette œuvre a été découverte en 1912 par un archéologue allemand qui, selon les Égyptiens, l'aurait sortie illégalement du pays. Le cas le plus célèbre au monde et le plus conflictuel étant celui des frises du Parthénon, enlevées par Lord Elgin sur les ruines de l'Acropole et conservées au British Museum. Le Britannique disposait d'une autorisation officielle du sultan turc qui occupait alors la Grèce. Le gouvernement grec conteste ce point et réclame avec obstination ce qu'il considère comme un élément central de son identité culturelle. Nos musées nationaux gardent un silence prudent sur ces cas d'école. Certaines de leurs salles sont en effet garnies d'œuvres obtenues dans des conditions similaires. Le musée du Louvre, par exemple, possède dans ses collections des sculptures grecques ou des objets égyptiens acquis à une époque où les pays d'origine étaient peu soucieux de leur patrimoine. La Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace ou le Zodiaque de Dendera en sont les pièces les plus emblématiques.
Alors le musée du Louvre va-t-il devoir rendre aux Égyptiens cette représentation du ciel datant de 50 avant Jésus-Christ que Zahi Hawass lui réclame? Sur le sujet sensible des restitutions, la direction du Louvre n'a pas souhaité s'exprimer. Corinne Herskovitch et Didier Rickner connaissent bien le problème des demandes de restitution pour avoir écrit un livre sur le sujet. Le zodiaque de Dendera a été rapporté par un officier de Napoléon, comme beaucoup d'autres objets. Le Louvre d'ailleurs, sur le site du Louvre, lorsqu'il présente cet objet, précise que l'objet a été rapporté avec l'accord du responsable de l'Égypte de ce moment-là. Les Ottomans ont donné leur accord pour que le zodiaque de Dendera soit rapporté par les armées de Napoléon. Et donc, dans ces conditions-là, il n'y a pas réellement de légitimité à réclamer le retour du zodiaque de Dendera. Et pour l'instant, le Louvre ne réagit pas parce qu'il n'y a pas de demande officielle. Autre cas de demande de restitution par un pays tiers, le pillage archéologique récent et avéré. Nous sommes de nouveau en Égypte, près de Luxor, dans la vallée des Reines, non loin du temple d'Hatchepsout. Tout commence début 2008, suite à la découverte de la nécropole d'un certain Tétiki, prince du Nouvel Empire vers 1550 avant Jésus-Christ. Sa tombe que l'on croyait perdue est redécouverte. Les archéologues constatent alors que les peintures murales ont été largement arrachées. Ici, ce n'est pas tombé tout seul. On voit que quelqu'un a utilisé un outil pour découper la scène particulière qu'il voulait. Ici aussi, et c'est beaucoup plus grand. Vous voyez là une découpe particulière qui correspond à la scène précise qu'on voulait voler. Celui qui a fait ça ne s'intéressait pas du tout à ce qu'allait devenir la tombe. Ce qui s'est passé ici est malheureusement une vraie catastrophe. Où se trouvent les fresques millénaires? Le Conseil supérieur des antiquités égyptiennes fait le tour des collections des plus grands musées du monde. Il n'a aucun mal à retrouver les fresques dans la base de données du musée du Louvre. Zahi Hawass écrit alors à Henri Loiret, président-directeur de l'établissement. J'ai écrit une lettre au Louvre, qui a mis du temps à répondre, en prétextant qu'il devait demander des permissions aux conservateurs et au ministère de la Culture. En tout, ils ont mis plus d'1 an. Et je pense que ce n'est pas correct. Jusqu'au moment où, en août 2009, le Louvre a fait une demande pour participer à une campagne de fouilles sur le site de Saqqara. Le comité délivrant les permis a dit non. Si vous voulez venir travailler à Saqqara, vous devez d'abord rendre les pièces. C'est la meilleure décision que l'on ait pu prendre, car le Louvre a réagi immédiatement et le président Sarkozy a appelé le président Moubarak pour lui dire que les pièces seraient rendues. Lors de cette affaire, il faudra l'intervention du ministre de la Culture Frédéric Mitterrand et celle du président Sarkozy auprès de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak pour que la restitution trouve une issue honorable. Malgré cette poignée de main censée effacer le différend, Zahi Hawass ne décolère pas. On peut dire que l'affaire se finit bien. Mais c'est une histoire douloureuse, car celui qui vole des pièces détruit la valeur spirituelle des choses. Et c'est ça que je veux faire comprendre au monde. Si vous arrachez quelque chose d'une tombe, vous la détruisez. Il n'y a pas moyen de réparer et la tombe est détruite. Or, détruire la valeur spirituelle des choses, c'est détruire notre futur. Cette restitution des fresques de Tétiki s'est effectuée dans le cadre d'une convention ratifiée par une centaine d'États, la Convention de l'UNESCO de 1970. En cas de litige entre deux pays, l'UNESCO joue le rôle de médiateur et de conciliateur.
La Convention a cependant ses limites. Elle englobe uniquement les objets provenant de musées et d'institutions internationales acquis à partir de 1970, car elle n'est pas rétroactive. Les transferts de l'époque coloniale qui se sont opérés au cours de l'histoire des pays d'origine vers l'Europe ne sont donc pas concernés. Dans ce cas précis, aucun cadre législatif international n'existe. En 2007, la Corée du Sud a surpris en s'offrant la dernière page du journal Le Monde pour exiger de la France qu'elle lui restitue 297 manuscrits conservés dans les collections de la Bibliothèque nationale de France. L'histoire commence en 1866. Des milliers de chrétiens coréens et des missionnaires français sont massacrés lors d'une vague de persécution. La marine française mène une opération de représailles, s'empare d'une des résidences royales, y met le feu avant de partir, mais emporte aussi une collection de manuscrits qui décrivent la vie de la cour à l'époque. Et en 1867, ces manuscrits sont confiés à la bibliothèque qui s'appelait à l'époque impériale, l'actuelle Bibliothèque nationale de France, qui se préoccupe de les conserver, de les étudier et de les faire connaître au public savant et des chercheurs. Jusqu'en 1970, ces manuscrits étaient avant tout connus des spécialistes. Puis à partir de cette date, la montée du nationalisme culturel en Corée va précipiter les demandes de restitution du patrimoine coréen spolié pendant les guerres. Parmi ces demandes, le retour des manuscrits coréens conservés en France va devenir un enjeu majeur. En 1993, le président François Mitterrand se rend en visite d'État en Corée. C'est une visite où il y a d'énormes enjeux commerciaux et pour se concilier les faveurs de l'opinion et du gouvernement coréen, le président Mitterrand prend des engagements plus ou moins ambigus sur le retour des manuscrits. Et d'ailleurs, il en remet un exemplaire aux autorités coréennes. Ces engagements sont, j'ai dit, ambigus car ils renvoient à une négociation entre les diplomates pour fixer les modalités et naturellement ces discussions ont pris de très très nombreuses années. Les discussions entre la Corée du Sud et la France avaient en fait peu de chances d'aboutir. L'ensemble des collections de notre patrimoine est protégé par un principe de la loi qui rend toute restitution difficile, voire impossible. L'inaliénabilité des collections nationales est un principe de protection du patrimoine culturel français qui permet de protéger le patrimoine en interdisant que les objets des collections nationales soient cédés, vendus d'une quelconque manière. Ce concept de protection, ce principe de protection est très fort puisqu'il est accompagné du principe d'imprescriptibilité qui permet à l'État français de revendiquer un objet qui se retrouverait sur le marché de l'art, sans délai, sans limite de temps. C'est un principe très ancien qui date à peu près de l'édit de Moulins au XVIe siècle, qui existait donc du temps de la royauté et qui empêchait les monarques de céder les objets du patrimoine culturel. Surprise, en novembre 2010, le conflit autour des manuscrits coréens trouve finalement une issue. En marge du sommet du G20 qui se tient à Séoul, le président Sarkozy annonce alors le prochain retour des manuscrits. Pour restituer ces manuscrits, il aurait fallu un traité international et une ratification parlementaire. Donc le président Sarkozy a exclu cette hypothèse de restitution et nous avons donc mis en œuvre à sa demande un prêt de 5 ans qui pourra être renouvelé, mais qui est bel et bien un prêt, c'est-à-dire que la propriété de ces manuscrits reste à la France, ces manuscrits restent disponibles pour la Bibliothèque nationale lorsqu'on en a besoin pour ses expositions, mais le lieu de conservation habituel sera Séoul.
Le président de la République, qui doit se croire président de droit divin, décide seul de rendre l'intégralité des manuscrits coréens de manière totalement illégale, même si on habille cela d'un voile légal en disant qu'il s'agira d'un dépôt pendant 5 ans, alors que personne, y compris et surtout les Coréens, ne pense qu'il s'agira d'un prêt. Pour eux, c'est une restitution en bonne et due forme, pour le président également. Le problème, c'est que cette décision unilatérale et illégale du président de la République, effectivement, ça ouvre la porte à n'importe quelle demande de restitution, et on aura bien du mal demain à dire que ce qu'on a accordé aux Coréens, on ne le fera pas à d'autres personnes, d'autres États, à d'autres peuples, qui réclameraient le retour d'œuvres, qui ont été peut-être pillés à une époque donnée, mais si on commence à restituer tout ce qui a été pillé pendant les guerres, on n'en finirait plus. Parmi les musées les plus concernés par les demandes possibles de restitution, il en est un, le musée des arts premiers du quai Branly. Cette institution abrite depuis l'année 2006 les anciennes collections d'ethnologie du Musée de l'Homme et celles du Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie avec un objectif: permettre aux visiteurs de s'émouvoir de la beauté formelle des arts premiers hors de toute explication ethnologique. On ne peut pas traiter de la même manière, par exemple, un temple qui a été massacré parce qu'on en a enlevé un élément de bas-relief. Ce bas-relief se trouve dans un musée et est-ce que l'on peut imaginer la reconstitution de ce temple? Mais à l'intérieur même de cet exemple, on ne peut pas traiter de la même manière, par exemple, les frises du Parthénon que les frises d'un temple d'Angkor, parce que qu'on le veuille ou non, les frises du Parthénon ont acquis un statut qui dépasse le statut d'une œuvre grecque. On ne peut pas traiter, par exemple, de la même manière. Lorsque je suis allé à l'île de Pâques, il y a quelques années, j'ai rencontré les autorités de l'île et d'ailleurs aussi des représentants des mouvements politiques, de la jeunesse de l'île, etc. Et ils me disent, dites donc, vous avez 2 têtes de l'île de Pâques à Paris, il faudra quand même qu'on envisage un jour de les faire revenir sur l'île. Et je leur ai dit, écoutez, je ne sais pas, la civilisation de l'île de Pâques a peut-être produit quelque chose comme 900 moaïs. Hein. Il en reste quelque chose comme 880 sur l'île. Il doit y avoir moins d'une douzaine de têtes de l'île de Pâques qui se promènent dans le monde. Est-ce que finalement, les faire toutes revenir à l'île de Pâques, ça serait un tel progrès? Est-ce que c'est pas intéressant que ces statues jouent le rôle d'ambassadeurs? En 2002, les directeurs des plus grandes institutions muséales du monde ont signé une déclaration mettant en avant l'importance et la valeur de leur musée, qu'ils ont défini comme étant universels. À travers ce document, ils voulaient souligner combien le rôle qu'ils jouent est primordial pour favoriser une meilleure compréhension des différentes civilisations et promouvoir le respect entre elles. Face à d'éventuelles demandes de restitution, la fin de la déclaration stipulait: bien que chaque cas de demande de restitution doive être examiné individuellement, force nous est de reconnaître que les musées ne sont pas au service des habitants d'une seule nation, mais des citoyens de chacune. L'universalité des grands musées, d'abord, c'est un fait qui est dû à l'histoire, qui est qu'un certain nombre de grands musées dans les grandes villes comme Paris, Londres, Berlin, se sont constitués au fil du temps en réunissant des collections venant de tous les pays et de toutes les époques, en gros. Donc ça représente une espèce d'histoire universelle de l'art. Bien qu'un vrai musée universel, il n'y en a pas beaucoup, puisqu'au Louvre, même s'il y a quelques œuvres, quelques chefs-d'œuvre des arts africains océaniens, il n'y a pas l'Asie, il n'y a pas les antiquités nationales, il y a un certain nombre de choses qu'il n'y a pas. Le Metropolitan Museum à New York est un musée universel parce qu'on voit à peu près tout. Et de nos jours, l'université est utilisée comme un argument pour dire les musées sont universels, ils appartiennent à tous, tout le monde peut venir les voir et on peut voir les collections d'histoire de l'art du monde entier à Paris, à Berlin, à Londres, donc venez sans problème.
La réponse à la question de l'universalité des grands musées, nous sommes allés la chercher en Afrique subsaharienne. À l'extrême est du Mali, en plein cœur du pays d'Ogon, nous sommes dans le village de Ndé. La notion de musée universel employée par les grands musées européens comme le British Museum, comme le musée de Quai Branly et comme le musée du Louvre est ambiguë parce que pour moi c'est une façon de refuser le débat sur la restitution et sur le partage des collections. Pour moi, l'universalité, elle est quand même liée à l'accessibilité des collections. Alors il se trouve aujourd'hui que la plupart de ces musées ne sont pas accessibles au public africain ou au public des œuvres d'origine. Alors donc effectivement, c'est des musées européens ou américains, mais ce n'est pas des musées universels. Alors l'universalité voudrait dire simplement qu'on ait envie de partager son patrimoine avec tout le monde. Et jusqu'à présent, les pays d'origine sont exclus. Il y a une sorte de déni de participation, une sorte de déni pour ces pays originaires. Et je pense que là, il y a une question de fond. On ne peut pas être universel si on n'accepte pas de partager. La présence de Samuel Sidibé au pays d'Ogon est due à sa rencontre avec le responsable de la mission culturelle locale. Ensemble, ils doivent faire le point sur la situation particulière de cette région, longtemps soumise à la contrebande des objets d'art. Depuis une dizaine d'années, le trafic s'est réduit grâce à une initiative originale qui consiste à sensibiliser les populations. Aujourd'hui, les habitants de Ndé sont majoritairement devenus conservateurs de leur patrimoine. Il y a de belles choses ici, je crois. Oui, tout à fait. C'est des objets apportés par la population. Et là, c'est la sculpture classique. D'accord. Et là, il y a toute une série de maternités. Tout à fait. Les symboles de maternité, c'est très démarqué. D'accord. Les gens se sentent concernés par le musée. De plus en plus, il y a donc un début d'appropriation. Et c'est l'objectif recherché par ça. D'accord. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils prennent conscience de la nécessité de conserver des objets ici, de ne pas tout vendre. Donc nous, quand on est arrivé, on en a fait 3, 4 maintenant. C'est vrai que c'est des petits coups, c'est des petits pas, mais qui ont des résultats palpables parce que vous savez, il y a une grosse préoccupation ici, c'est la subsistance. Hein? Vous êtes dans un pays où les gens sont démunis. Bon, avec la valeur marchande des objets d'art, la tentation est grande. Bon, dire à quelqu'un qui n'a pas à manger, préserve ton objet alors qu'il peut avoir des millions de francs CFA avec, c'est pas évident. Bon, donc on a fait un travail de sensibilisation, mais cette sensibilisation doit être accompagné de mesures concrètes. Et ceux qui déposent les objets, vous les déposez volontairement, vous prêtez, entre guillemets, au musée, et le musée, il est visité. J'ai parlé de tourisme, parce que le pays d'Ogon, c'est quand même le site le plus visité au Mali. À la faveur du tourisme, les populations, ils gagnent. Ils gagnent un peu d'argent, c'est pas beaucoup, mais de l'argent qui leur permet de résoudre des problèmes cruciaux comme l'eau, c'est-à-dire l'entretien du puits ou de la pompe, ou le salaire de l'instituteur, c'est déjà un pas. Le pont qui enjambe le fleuve Niger est à l'image de Bamako, la capitale du Mali. Démesuré, surpeuplé et continuellement embouteillé. Bamako reste cependant une capitale pleine de charme qui recèle un véritable joyau, son musée national. Ce musée, l'un des plus importants du continent africain, est dirigé par Samuel Sidibé. À ce poste depuis plus de 20 ans, Samuel Sidibé vit son travail comme un véritable sacerdoce avec une mission prioritaire.
endiguer par tous les moyens le trafic des œuvres d'art vers l'Occident. En effet, 95% du patrimoine malien est à l'étranger. Le phénomène lié donc au trafic des statues en bois est un phénomène qui est ancien. On pourrait le faire commencer déjà au 19e siècle, au début du 20e siècle, avec les missions scientifiques qui se situaient dans le cadre colonial. Mais lorsqu'effectivement, à partir des années 60, 58-60, lorsque le trafic international, surtout par avion, s'est développé, et lorsqu'effectivement les collectionneurs aux États-Unis, en Europe, ont commencé à découvrir effectivement ce tard et que les avions pouvaient permettre de les exporter, il y a effectivement un boom important. On imagine que dans les années 60, l'année 60, c'est la période où effectivement le plus grand nombre de ces pièces sont sorties. Cette salle d'exposition fait la fierté de Samuel Sidibé car elle symbolise la lutte contre le trafic. Toutes les pièces en céramique exposées ici sont issues du pillage et de la contrebande. Un phénomène qui est réapparu dans les années 70 lorsque les chantiers de fouilles ont commencé à mettre à jour des céramiques en terre cuite, suscitant de nouveau la convoitise des collectionneurs. La plupart des objets sont connus à travers le pillage et malheureusement, effectivement, on ne peut pas dire grand-chose sur leur histoire. Donc je pense qu'il faut développer la recherche archéologique, faire en sorte effectivement que l'histoire de ces objets soit connue, qu'on puisse développer un discours pédagogique historique autour de ces objets. Et je pense que de ce point de vue-là, les gens regarderont ces objets non plus simplement comme des objets commerciaux ou des objets monnayables, et ils les regarderont comme des objets porteurs de leur histoire. Et ça, donc, je pense que c'est aussi important. Cette présentation au Musée national du Mali d'une collection d'un musée français est un événement en Afrique. C'est la première fois qu'une exposition d'art africain de cette taille est montrée dans le pays d'origine des collections. Je pense que c'est un acte important, un acte fondateur parce que jusqu'à présent, les musées africains n'ont pas participé au réseau international de musées. Les œuvres circulent entre musées en Europe et aux États-Unis, mais leurs œuvres ne circulent pas d'Europe vers l'Afrique. Et je pense que désormais, le musée du Mali peut se porter candidat à un échange avec n'importe quel musée du monde. Je pense que personne n'aurait plus d'arguments à nous opposer. C'est vrai que depuis le temps qu'on essaye de favoriser cette circulation, on nous dit attention, vos musées, effectivement, ne sont pas ceci, sont cela, si on vous les prête, ça ne va pas être conservé. Alors, je pense que là, on fait bouger les lignes. Samuel Sidibé est commissaire de l'exposition Siwara. À l'origine, ces masques cimiers étaient des objets fédérateurs et protecteurs pour la communauté. Ils étaient sortis à l'occasion des danses de la société Siwara qui se déroulaient en plein jour, au milieu des champs comme au village, au début de la saison des pluies. Les masques cimiers Siwara sont emblématiques de l'art de l'Afrique de l'Ouest et particulièrement représentatifs du goût des collectionneurs du XXe siècle. Alors, cette exposition pose-t-elle en filigrane la question d'une possible restitution? Cette exposition ne pose pas la question de la restitution. Elle pose simplement la nécessité d'une collaboration, d'un partenariat réel entre musées du Nord et musées du Sud. Je pense que désormais, il faut que les musées du Nord envisagent la possibilité de faire circuler les objets dans le Sud. Il y a évidemment une condition préalable, je ne me voile pas la face. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'institutions en Afrique qui ne sont pas à la hauteur. Les conservateurs se démènent, mais on voit très clairement que les États, pour la plupart du temps, ne suivent pas. Les musées ont des moyens extrêmement limités, les professionnels sont pour la plupart du temps au bout du découragement. Donc on comprend effectivement que les musées du Nord aient une réticence à prêter des objets dans ces conditions-là. Je pense qu'il y a une conscience de plus en plus grande des publics maliens, des populations maliennes, d'avoir accès à leur patrimoine. Il est évident que ce débat-là, il faut qu'on le fasse un jour. Il faut qu'on le fasse un jour, il faut qu'aujourd'hui, par rapport à tous les objets qui sont dans des situations illicites, d'abord qu'on travaille pour les faire revenir. Mais de manière plus générale, il faudrait effectivement qu'un jour, on s'assoie, qu'on discute
pour dire comment fait-on pour que le patrimoine africain, dont l'essentiel, je le répète, est en Europe, puisse être vu par le public africain. Donc, je n'élude pas la question de la restitution. Cette exposition ne pose pas la question de la restitution, mais je dis de façon très claire que le débat sur la restitution devra se faire. Je suis convaincu que les musées auront leur place en grand en Afrique. Ils ont aujourd'hui une place, mais une place qui est relativement limitée. Il y a des acteurs comme Sidibé, comme un certain nombre d'autres musées, comme l'École du patrimoine africain, qui actent efficacement dans ce domaine. Quand ces musées se créeront, s'installeront, il faudra envisager de retransférer une partie de ce patrimoine, et ça se fera, à mon avis, sans problème. Je suis sûr que les musées, voire les collectionneurs privés, y participeront très volontiers. Aujourd'hui, dans un certain nombre de pays d'Afrique, la notion de musée n'a pas véritablement de sens. D'abord parce qu'il peut y avoir d'autres préoccupations plus urgentes. Ensuite parce que, encore une fois, le fait d'aller voir des éléments patrimoniaux et encore plus des éléments sacrés ou liés à une fonction spirituelle dans un espace laïque est quelque chose que nous acceptons très bien. Je veux dire qu'un catholique fervent trouve tout à fait normal d'aller voir un rétable au Louvre. Un juif pratiquant trouve tout à fait normal d'aller voir une Torah dans un musée du judaïsme. Dans beaucoup de sociétés, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Soit l'objet est encore chargé, en quelque sorte, de spiritualité, et il n'a pas vraiment sa place dans un musée, soit il n'en a plus, ou par exemple, il s'agit d'un objet animiste et le visiteur, lui, est devenu musulman, et donc cet objet ne lui parle plus, et il ne voit pas véritablement l'intérêt de le conserver. Loi d'inaliénabilité, universalité des musées, le constat est simple. Dès qu'il s'agit de faire face à des demandes de restitution, les musées nationaux observent un silence prudent. Une brèche vient cependant de s'ouvrir, elle concerne le musée du Quai Branly, le musée de l'Homme et certains établissements de province comme ceux de Lyon, Nantes ou Rouen. Tous vont devoir rendre une quinzaine de têtes tatouées de guerriers maoris qui sont dans leur collection depuis plus d'un siècle. Les Maoris, peuple originel de la Nouvelle-Zélande, ont été, durant le XIXe siècle, victimes et parfois complices d'un commerce barbare de restes humains, organisé autour du trafic de têtes tatouées. Plus de 500 têtes exposées dans les musées du monde entier provoquaient un sentiment d'inachèvement particulièrement aigu pour le peuple maori d'aujourd'hui, qui établit une liaison forte entre le corps, l'esprit et la terre d'origine. Afin de réparer cette barbarie et de permettre le deuil des populations, le musée Te Papa de Wellington s'est doté depuis une vingtaine d'années d'un programme de rapatriement des têtes et des dépouilles avec l'aide du gouvernement néo-zélandais. L'objectif est de les étudier pour ensuite les inhumer. Le musée Te Papa de Wellington en Nouvelle-Zélande est un temple dédié à la culture maori. Aujourd'hui, c'est un jour particulier consacré au retour des ancêtres sur leur terre natale.
Plusieurs têtes et un squelette de guerriers maoris en provenance d'Europe sont accueillis ici même par la communauté maori dans le marae, une sorte de chapelle installée dans l'enceinte du musée. L'importance de l'événement est double. Il marque la fin de longues tractations juridiques et il consacre le retour de la première tête maori française. Cette restitution historique n'aurait pas eu lieu sans l'action conjuguée de ces deux hommes. Sébastien Minchin, directeur du Muséum de Rouen, et Teerikeke Erewini, chef du rapatriement à Te Papa. Tous les crânes sont traités ici avec respect. Nous avons une pièce sacrée spécialement aménagée appelée le Wai Tapu qui leur est destinée dans l'attente du travail que nous effectuons sur leur origine. La tête du musée de Rouen va connaître un grand nombre de recherches. Des recherches sur ses différents propriétaires, sur les vendeurs, sur les carnets de bord des bateaux, mais aussi des recherches historiques sur des batailles qui ont eu lieu ici et qui peuvent avoir un rapport avec cette tête. Pendant les 5 prochaines années, on va lui consacrer beaucoup de temps et bien sûr, analyser les tatouages. Le but du programme est de les rapatrier dans leur famille, dans leur tribu d'origine, sur leur terre d'origine, afin d'y être inhumés. On organisera ensuite une cérémonie qui ressemblera à un enterrement. On fera alors des lamentations, on les remerciera d'être de retour et les têtes seront de nouveau près de leur famille. Prochainement, la quinzaine de têtes maoris conservées dans les musées français rejoindront, comme celle de Rouen, le marae du musée de Te Papa avant d'être à leur tour inhumées. Cet événement consacre des années de procédure et surtout l'opiniâtreté de Sébastien Minchin, l'actuel directeur du Muséum de Rouen. Alors, les établissements n'ont pas souhaité rendre leur tête parce que on était sur la problématique de savoir si ces restes humains étaient considérés comme des objets de collection ou comme des restes humains. Et dans les musées, on les considérait jusqu'à maintenant comme des objets de collection appartenant au musée, donc faisant partie du patrimoine national français. Et de ce point de vue, ils étaient inaliénables. Les autres pays dans le monde qui ont eu affaire à des demandes de restitution se sont posés exactement les mêmes questions, sans ce principe d'inaliénabilité, mais notamment toutes les peurs de voir les musées se vider, de voir des demandes démultipliées, et de voir au fur et à mesure ces musées occidentaux disparaître, puisque devant rendre tous les objets de collection. Tout commence lorsque Sébastien Minchin prend ses fonctions en 2006 en tant que directeur du Muséum de Rouen. L'établissement est alors fermé depuis une dizaine d'années. Lors d'un inventaire auquel il participe, il apprend l'existence d'une tête maori dans les collections du musée. Mis conjointement au courant de la demande de restitution formulée par le musée de Te Papa, il décide, en accord avec les pouvoirs politiques rouennais, de répondre favorablement à la demande de Te Papa. Alors lorsque l'on lance cette démarche en 2006-2007, on fait travailler donc les juristes de la ville de Rouen et on se rend compte assez rapidement qu'en fait on est sur un vrai vide juridique par rapport au statut des restes humains dans les lois françaises, qu'il y a très peu d'articles qui abordent cette question et que la notion donc de reste humain, de cadavre est quelque chose de très flou par rapport aux enjeux que l'on a aujourd'hui sur ces demandes de restitution. Une première bataille juridique va voir s'opposer l'équipe municipale de Rouen au refus catégorique de restituer du ministre de la Culture de l'époque, Christine Albanel. Ce sont quand même des objets sociaux, ce sont des objets rituels
Et je pense qu'ils ont un statut très très particulier, qu'on ne peut pas les apprécier comme étant des restes humains, par exemple. Dans un deuxième temps, l'obstination de l'équipe rouennaise va finir par payer, mais nécessitera de saisir les deux chambres consultatives, celle du Sénat et de l'Assemblée nationale. En tout, il aura fallu 4 années de procédure pour que ce projet de restitution aboutisse. Apollinaire, Malraux, André Breton, Claude Lévi-Strauss se sont battus pour que les arts jadis appelés nègres, aujourd'hui premiers, entrent au Louvre. Ils portaient le rêve d'un dialogue des cultures, rendu possible grâce à la part d'universel dont chacune est porteuse. Et pourtant, et je ne dis pas que c'est contradictoire, mais nous nous interrogeons aujourd'hui sur quoi, à qui, pourquoi, comment restituer une part d'eux-mêmes aux peuples auxquels ces cultures sont rattachées. Jusqu'à présent, la France ne s'est pas illustrée par son empressement à répondre aux demandes de rapatriement de ces restes humains et objets sacrés. Elle s'est montrée plutôt frileuse, au contraire, vraisemblablement par peur du précédent juridique. Une loi nominative en faveur de la restitution des têtes maoris détenues en France a ainsi été votée en avril 2010. Le texte de cette loi s'accompagne de la mise en place d'une commission chargée d'examiner les restes humains conservés dans les collections, susceptibles d'être restitués. Sur cette nouvelle disposition législative, les avis sont partagés. Une majorité de conservateurs pense qu'on en est en train d'ouvrir la boîte de Pandore. Les musées français possèdent dans leur collection de nombreux restes humains, l'exemple le plus souvent cité étant celui de l'Australie, qui vient d'entamer une procédure pour récupérer des ossements papous disséminés dans nos musées. Au contraire, une minorité de conservateurs pense qu'avec cette commission, la réflexion sur les demandes de restitution évolue dans le bon sens et que la France comble enfin son retard sur les pays anglo-saxons. Demain, peut-on supposer que d'autres biens culturels soient concernés? L'avenir de nos musées est-il menacé et ne va-t-on pas tuer les grands musées? Est-ce que la demande sur les restitutions est en train d'évoluer? Elle est très diverse parce qu'il y a des cas très différents. D'abord, il faut accepter l'idée qu'un musée est par définition un lieu anormal, un lieu en dehors du réel et un lieu qui ne rassemble que des œuvres ou des objets qui n'ont pas été créés pour être là. Donc c'est un lieu complet, c'est une production qui est vraiment très liée à la culture occidentale et à un certain nombre d'autres cultures. Les Chinois, certaines sociétés précolombiennes avaient l'équivalent de musées ou de collections. Dans la plupart des autres cultures, on s'intéresse à son patrimoine et on n'a aucun intérêt pour aller rassembler le patrimoine du voisin. Un musée, ce n'est qu'une manifestation, comment dire, d'une des passions humaines. Et même d'une passion qui n'est pas partagée par la totalité de l'humanité, et dont le rôle est de nous permettre, de temps en temps, de nous retourner soit vers notre passé, soit vers l'autre. Vous savez, quand on a construit le musée du Quai Branly, quand le président Chirac s'est lancé dans cette opération, j'ai entendu beaucoup de réactions à l'étranger de gens qui me disaient « mais pourquoi ça vous intéresse, ça, finalement? Vous allez construire toute une salle avec l'argent du contribuable français pour parler de la culture inuite, mais vous n'êtes pas inuite, vous. Pourquoi est-ce que vous allez parler de la culture inuite? Est-ce que ça a un intérêt? Voilà. Mais ça, c'est une vraie question. Moi, il me semble que, oui, je pense, mais je n'ai pas le savoir universel, il me semble que c'est intéressant de parler de la culture inuite, même quand on n'est pas inuite. Or, aujourd'hui, on est de plus en plus confronté à une ligne de pensée, elle n'est pas unique et elle n'est pas totalement dominante, mais qui considère que finalement, seul un Inuit a vraiment des raisons de s'intéresser à la culture inuite, et par ailleurs que, de toute manière, seul un Inuit ne peut vraiment parler de la culture inuite. Si on considère que chacun doit récupérer ses petites affaires, chacun doit regarder son territoire et finalement ne s'intéresser qu'à lui, à mon sens, le monde régresse. Au musée du Quai Branly, une exposition sur l'art dogon vient d'être présentée au public. Cet événement a réuni plusieurs centaines d'œuvres issues de collections du monde entier. Pendant la révolution égyptienne de 2011, le musée du Caire a partiellement été saccagé et 70 pièces ont été dérobées.
L'armée a dû assurer la surveillance du bâtiment. À Séoul, le retour des manuscrits coréens prêtés par la France a été fêté en grande pompe, comme une restitution. Au Muséum de Rouen, un dispositif de représentation virtuelle de la tête maori remplacera bientôt l'original.